Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Un programme soutenu par Prismadex de Prisma Media Solutions, Ligatus, Cybids, Gamned, avec pour partenaires médias AdTech News et Redcard, et pour partenaire opérationnel, Smile Wanted. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Le secteur banque-assurance en programmatique, état des lieux. Le secteur banque-assurance est un des secteurs les plus actifs dans l'univers de la data et du programmatique. Existe-t-il des caractéristiques propres au secteur banque-assurance dans le domaine du marketing digital? Comment la data est exploitée par le secteur banque-assurance? Quels sont les critères de performance pour le secteur banque-assurance dans le cadre d'une campagne publicitaire digitale? Pour en discuter, Margarita Zlatkova de Weborama, Antoine Dutheilleul de Gamned, Léo Goldfeder d'Ignition One. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler d'un secteur d'activité qui est un gros investisseur dans le domaine de la data et du programmatique, à savoir la banque et assurance. Et donc, ma première question, c'est existe-t-il des caractéristiques propres au secteur banque et assurance dans le domaine du marketing digital? Et je commencerai par toi, Margarita. Merci Michel, bonjour. Bonjour. Effectivement, on a un secteur assez particulier qui a été stable pendant de très nombreuses années, et il faut le dire, et qui a subi une grosse mutation avec l'arrivée des pure players. Ça a beaucoup changé la donne. Et donc, ce qu'on observe, c'est, nous de notre côté, chez nos clients, ce qu'on observe en fait, c'est une grande différence de maturité en fonction du fait si les acteurs sont plutôt traditionnels ou s'ils sont plutôt pure players. Chez les traditionnels, ce qu'on voit, c'est des stratégies marketing digital assez centralisées, assez gérées au niveau du groupe, assez peu d'agilité au niveau des agences locales, finalement. Grande peur des postes de tag, des postes de tracking qui prennent beaucoup de temps, tout simplement par la peur de vol de data. Donc il y a encore énormément d'éducation à faire sur ce volet-là. Il y a effectivement aussi l'utilisation de la data qui est encore dans ses prémices, dans les explorations, dans les premières explorations. Et de l'autre côté, on voit des pure players et des nouveaux acteurs qui sont beaucoup plus agiles, qui sont digital native, qui sont data native, qui voient vraiment l'utilisation, qui sont conscients du fait qu'un plan de tagage est la base même pour faire une bonne campagne. Et traquer ces campagnes, être outillé est vraiment ce qui rend la campagne performante à la fin, à la différence des classiques chez lesquels on trouve beaucoup moins d'outillage sur ce domaine-là et du coup beaucoup plus de peur de ne pas pouvoir maîtriser ces campagnes. Donc on reste beaucoup plus dans le branding, beaucoup plus dans le contextuel, à la différence des pure players qui sont prêts à prendre plus de risques. Merci Margarita. Antoine. Alors effectivement, c'est un secteur qui est assez singulier et qui est plein de paradoxes, je dirais, et comme tu l'as bien dit, on va avoir une direction qui est très centralisée, mais sur des acteurs historiques qui sont institutionnels. Le rôle par exemple, des caisses régionales reste très important. C'est là où sont les budgets et c'est ces caisses-là qui vont investir beaucoup d'argent en médias. Et donc c'est là où on retrouve un peu cette dualité entre ce qui est centralisé et ce qu'on peut retrouver en caisse. On est sur un acteur qui est centralisé, donc ça c'est intéressant. L'autre dualité, c'est la donnée que récupèrent ces annonceurs-là. Ils ont une multitude de data sur leurs clients et ils ont extrêmement de difficultés à l'activer. Et c'est là où on a un paradoxe qui est intéressant, c'est qu'ils ont, ils ont cette donnée qui est très riche sur tout ce qu'on peut retrouver en banque assurance sur un utilisateur. Et finalement, ils ont ils ont beaucoup de difficultés à pouvoir l'activer. Le troisième, c'est la performance. On est sur, globalement en digital, des acteurs qui regardent extrêmement durement la performance et le ROI. Et d'un autre côté, on est sur des produits qui mettent du temps à convertir. Et donc voilà, c'est ce qui fait un peu la richesse de ce secteur-là. Merci Antoine. Léo? Oui, je rejoins Antoine sur deux points essentiels, la performance et le processus long aux décisions pour l'ouverture d'un compte bancaire. Et je pourrais parler davantage des banques en ligne. Donc, dans les années 90, la première banque directe avec ING. Et au fil du temps, Internet a beaucoup évolué, notamment avec l'utilisation d'Internet sur mobile et via les applications. Et la loi a évolué elle aussi. Début 2017, l'application de la loi Macron sur la mobilité bancaire
a en effet fait que le domaine est ultra concurrentiel. Donc d'où le besoin de performance, même si en effet il faut un niveau de maturité assez certain pour le faire. Plus que le côté performance, l'aspect processus long de prise de décision. Ça veut dire qu'il ne faut pas uniquement parler à la personne lorsqu'elle va ouvrir un compte bancaire, mais c'est un long travail de communication entre la marque et les consommateurs. Et pour ça, il faut utiliser tous les leviers du marketing digital. Et donc, il y a un défi en fait, de calcul du retour sur les investissements à travers tous les leviers qui est extrêmement complexe. Donc souvent, dans les banques en ligne, en effet, on rejoint des équipes assez matures sur ces sujets. Alors, tu parlais de maturité, on parle de différents leviers et la data est un levier très, très, très important. Comment aujourd'hui cette data est exploitée par le secteur banque-assurance, Margarita? De notre côté, on constate encore cette dualité dont on parle depuis le début, en fait, vraiment en termes de maturité. Ce qu'on constate chez les pure players, et c'est quelque chose qui donne beaucoup de possibilités, effectivement, c'est le fait d'avoir une internalisation de la stratégie marketing digital, pas toujours de la partie exécution, mais de la partie stratégie en soi, donc de réfléchir aux use cases, aux KPI, de travailler aussi la data. Donc souvent, ils sont outillés avec des DMP. Donc, ils travaillent déjà la first party data très bien à la base. Ils sont très ouverts aussi sur des partenariats en seconde partie data, en enrichissement de leurs propres données. Ils sont très demandeurs de connaissances clients. Finalement, la first party data, que ce soit des traditionnels ou des pure players, la first party data qu'ils ont, c'est principalement la navigation sur le site, leurs produits et du socio-démo. En fait, ce dont ils ont besoin, c'est d'avoir de la data un peu plus sur les moments de vie, identifier le bon moment pour parler à leurs clients et justement travailler ce cycle parfois un petit peu long de prise de décision. Et ça, effectivement, les pure players, ils sont très ouverts pour travailler avec nous, avec la third party data. On fait beaucoup d'activations avec toutes les typologies de data combinées ensemble, avec des use cases très précis dans lesquels ils ont réfléchi au préalable, ils ont déterminé les bons KPI et ils viennent déjà avec l'use case tout prêt. Et on travaille sur l'activation. Ils sont très preneurs aussi de learnings, de conseils sur la data. Donc, ils innovent beaucoup, ils font beaucoup d'A/B tests. Chez les acteurs traditionnels, on est beaucoup plus sur le ROI pur et dur. Si la data augmente mon ROI d'1 euro ou 2, ça peut être problématique, donc peut-être que je ne vais pas en mettre. Donc, c'est plus une question de coût. Là où le pure player va chercher plus de la connaissance, du learnings, et même si le coût d'acquisition est un peu plus élevé, si j'ai de l'insight, de la connaissance client, je vais y aller. Chez les classiques, on va être plutôt sur mon ROI est strict, il faut que je le respecte et je suis beaucoup plus prudent avec la data. Je fais plus attention sur ce que j'active et j'ai vraiment peur de sortir ma data à moi. Donc, pas de couplage avec ma first party data, le lookalike est un peu plus compliqué. Donc, il y a encore beaucoup de réflexion chez ces acteurs-là. Il y a encore beaucoup d'exploration qui se met en place. Nous, on voit beaucoup de nos gros acteurs en train de qui ont mis en 2017-2018 justement des projets pour accélérer cette apprivoisation de la data. Merci Margarita. C'était une vision, j'allais dire, d'acteurs data. Qu'en est-il du côté du trading desk, comme celui de Gamned, sur l'exploitation de la data justement dans le secteur banque-assurance? C'est quoi tes observations, Antoine? Alors effectivement, comme tu l'as bien dit, la data sort d'aujourd'hui est un questionnement pour ces acteurs de la banque-assurance. On va dire que la data attentionniste qui a été vendue pendant des années est mise à mal. On a pu retrouver du classique, attentionniste auto, attentionniste habitation. Les clients aujourd'hui veulent de la data fraîche, veulent des moments de vie. C'est pour ça que Gamned s'associe de temps en temps et sur le long terme avec Se Loger pour récupérer du moment de vie, par exemple de déménagement. Et on a un recentrage, mais c'est peut-être pas spécifique au marché de la banque assurance, sur la first. Une first qui est, comme on l'a dit au tout début, compliquée à activer pour la banque assurance, avec toutes les lois et toutes les réglementations qu'on a aujourd'hui. Donc, chez Gamned, on va privilégier plutôt la first quand on peut l'activer via des DMP. On sait que le CRM onboarding est compliqué pour ces acteurs-là. La sécurité. Exactement. La third, on va pouvoir la plugger, mais avec intelligence. Et il faut que ça donne du sens et surtout de la performance. Attention, la third peut coûter assez cher. Et donc, il faut pouvoir travailler en bonne intelligence pour aller chercher de la performance.
Merci Antoine. Léo, du côté d'Inition One, c'est quoi tes observations? Oui, exactement. Alors du coup, on est acheteur également et on doit décider des segments de data qu'on va activer pour nos clients dans le domaine bancaire. Pour bien les utiliser, ces segments-là, bien utiliser les données utiles pour ces comptes, il faut rentrer dans le détail de quelle est cette donnée. Voilà, exactement, on va étudier sa récence, comment elle a été fabriquée. Il faut vraiment rentrer dans le détail. Et dans la majorité des cas où il y a une transaction sur ces données-là, en fait, les personnes ne rentrent pas suffisamment dans le détail pour comprendre ce qu'elles achètent. C'est ce qui fait la différence entre une data bien utilisée pour acheter de l'espace média et une data qui n'est pas assez rentable. Alors justement, puisque tu parles d'achat d'espace média, c'est quoi les critères de performance pour ce secteur banque-assurance dans le cadre d'une campagne publicitaire digitale? C'est quoi Léo? Alors, la création de comptes bancaires, c'est le point d'entrée pour toutes les solutions bancaires derrière qui peuvent apparaître comme le crédit, le placement ou les assurances vie. Pour ouvrir ces nouveaux comptes, ils ont besoin de KPI, un plan de tagage utile, bien détaillé. Parce qu'en effet, il n'y a pas suffisamment de création de comptes tous les jours pour avoir des données significatives, pour bien faire travailler les algorithmes d'achat. Donc, il faut un plan de tagage bien précis. Et surtout, il faut calculer le ROI d'un levier par rapport aux autres. Donc, ça veut dire pas avoir un modèle uniquement au last touch, mais avoir des modèles soit linéaires, soit en U, en tout cas combinés. Et la création de comptes, qui est l'objectif principal pour ces acteurs, c'est un défi très compliqué pour eux. Quand je regardais des stats sur le domaine bancaire, 42% des Français n'ont jamais changé de banque. Et 1 sur 2 ont la même banque depuis plus de 20 ans. C'est énorme. En fait, il y a une telle inertie dans le domaine que, il y a beaucoup de concurrence et beaucoup d'entreprises qui se positionnent, mais surtout, c'est extrêmement de plus compliqué d'ouvrir des comptes actifs. Ça veut dire pas uniquement la petite création sur le site, mais que le compte soit réellement utilisé derrière. C'est ça leur objectif principal. Merci Léo. Antoine, ta vision? Ouais, si on peut étayer le propos, ce qu'on remarque, pour être très précis, on est sur un marché du lead. On est sur un marché où la première prise de contact est primordiale. On est sur un secteur aujourd'hui où pendant des années, on leur a généré du lead, souvent peu qualifié. Et aujourd'hui, on a cette volonté de ces annonceurs-là de pouvoir récupérer des leads qualifiés, de les traiter par des call centers, par des conseillers, voire même en local, comme on le disait juste avant, avec cette notion de caisse. Et donc, c'est là où on est sur des annonceurs qui sont très héroïstes, très orientés performance et qui vont plutôt privilégier, et c'est alors peut-être hors pure player, mais c'est la tendance qu'on remarque en tout cas chez Gamned, c'est d'utiliser le branding plutôt en off. D'accord. Et c'est à nous, en tant qu'acheteurs et training desk, de pouvoir se dire comment est-ce que techniquement je vais pouvoir relier le on et le off pour pouvoir lier, encore une fois, le branding et la performance qu'on retrouve sur le digital. Merci Antoine, Margarita, même si Weborama est moins dans l'achat de campagnes publicitaires, mais vous faites des observations, voilà. Mais si, puisque nous avons un côté d'activation programmatique et je gère l'équipe d'activation programmatique. On a 3 acheteurs ici. Oui, tout à fait, nous avons 3 acheteurs ici. En fait, Weborama a plusieurs facettes. C'est un nouveau positionnement? Non, c'est un positionnement qui existe depuis 6 ans, mais sur lequel nous parlons que depuis une petite année. Ah, donc, je me disais bien. Effectivement. Ok. Effectivement, Weborama a la chance d'avoir le côté DMP, data, techno, et le côté programmatique achat. Donc, on observe un petit peu tout l'éventail de possibilités chez les annonceurs. Et de ce côté-là, je vais parler avec ma casquette, effectivement, acheteuse, pour le coup, qui sera... je suis tout à fait d'accord avec vous, on observe les mêmes choses chez nous. Nous, on fait un peu plus de branding pour les acteurs traditionnels, principalement sur de la vidéo. Et sur du contextuel, donc avec très peu d'utilisation de data. Et il y a aussi le côté, on recherche du taux de complétion, le maximum de taux de complétion, donc on reste sur des critères standards sur ce côté-là. Sur la performance, on est effectivement beaucoup sur la génération de leads. Nous, on observe de notre côté une évolution dans le comportement, que ce soit des pure players ou des acteurs classiques, vers une analyse plus poussée, vers la fin du tunnel. Effectivement, on était beaucoup plus sur, on génère du maximum de leads, maximum de leads, maximum de leads, mais sans jamais avoir de retour sur ce qui se passe. On a de plus en plus de retours sur la qualité même des leads, et ça permet d'optimiser encore plus les campagnes. Quand on rajoute la data, on a la possibilité de monter un cran au-dessus, de savoir que tel cluster a permis de générer des leads qui ont performé plus à la fin, donc qui ont été validés, qui ont eu moins de refus, alors que tel cluster a fait moins de choses. Donc nous, on voit spécialement chez Weborama des acteurs qui commencent à aller plus loin que les simples KPI. Je veux un nombre de leads précis,
qui vont aller chercher un taux de visibilité aussi, pour se dire, certes, j'ai les leads, mais j'aimerais bien être sûr que ces leads sont liés à quelque chose de réel et que ma publicité a réellement été vue. Donc, on voit un peu une évolution dans ce sens-là. Merci Margarita. Prochaine question, c'est une fois que l'on a vu les critères de performance voulus par le secteur banque assurance dans le cadre d'une campagne publicitaire, est-ce que l'offre digitale, l'offre publicitaire digitale, il n'y a pas d'éditeur autour de cette table, mais en tout cas, c'est un moyen pour eux d'avoir des informations de votre part en tant qu'acheteur. Est-ce que, d'après vous, l'offre publicitaire digitale est à la hauteur des attentes du secteur banque-assurance? Léo? Oui, je pense qu'elle est très complète. On peut cibler des personnes sur des comparateurs en ligne, on peut les recibler selon des moments de vie via de la donnée, par exemple sur les réseaux sociaux. En fait, on peut les cibler évidemment en search, selon ce qu'ils vont taper dans le moteur de recherche. Il y a vraiment beaucoup de technologies liées à Internet qui vont permettre de cibler ces gens-là au bon moment avec de la bonne donnée. Après, c'est complexe et ils sont encore une fois dans une logique très concurrentielle. Donc le défi, c'est de le faire correctement et mieux que les autres. C'est là où, pour ce domaine-là en particulier, c'est très complet mais très intéressant. Merci Léo. Antoine? Oui, je pense qu'il y a une part d'évangélisation auprès de ces acteurs-là. Et c'est ce qu'on essaye de faire chez Gamned avec cette programmatique académie qui forme des annonceurs sur les possibilités du programmatique. C'est clairement de pouvoir leur donner les clés, les formats, la donnée, toute la boîte à outils qu'on peut avoir quand on veut monter une campagne en programmatique et qu'on veut avoir une vraie stratégie programmatique digitale. Et je pense que le lien qu'on peut faire et la connaissance auprès de ces gens-là, il est évident qu'on va passer un palier et nous, on est là pour les accompagner dans tous les cas. Donc un dialogue assez fort. Ça passe par le dialogue et ça passe par l'évangélisation, exactement. Merci Antoine. Margarita? De notre côté, on a pas mal de retours sur ce volet-là de nos clients. Typiquement, le premier qui est très très positif, c'est le fait d'avoir un inventaire très riche, d'avoir vu une grosse évolution dans les inventaires et de trouver beaucoup plus de premium, beaucoup plus d'univers safe pour la diffusion des campagnes. Aussi des outils performants, de la performance des campagnes et aussi un reach assez important. Mais il y a encore beaucoup de questionnements et nous, comme Gamned, effectivement, on travaille énormément sur l'éducation de nos clients et de les aider d'avoir les clés pour comprendre. Il y a beaucoup de questions encore sur la transparence, que ce soit la transparence au niveau des coûts ou la transparence au niveau de la diffusion. Beaucoup de questions aussi sur la manière de comprendre les insights, ce qui arrive jusqu'à moi. Donc on fait des bilans extrêmement complexes et complets pour nos clients pour qu'ils puissent avoir les clés à comprendre pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et effectivement, besoin encore de beaucoup d'éducation sur le fait de simplifier l'écosystème et que l'écosystème fasse un peu plus d'efforts, non seulement en termes de transparence, mais en termes de compréhension complète au niveau des annonceurs. Donc il y a encore des attentes, je pense. En termes d'offres, côté éditeur, je pense qu'on est présent. Je pense qu'il y a plus d'attentes sur une simplification de l'offre, sur la compréhension du fait j'ai du média plus data. J'ai du média, plus data, plus autre chose, plus des algos particuliers. En fait, quelle est la différence entre tout ça et qu'est-ce que ça m'apporte? Et là, on a effectivement un gros rôle, je pense, à jouer, nous, en tant qu'acheteurs, sur l'éducation, pour les aider à aller beaucoup plus loin dans cette compréhension. Merci Margarita. On en arrive à notre dernière question de ce débat, je dirais plus de ce dialogue, hein, et tant mieux. On est d'accord sur l'essentiel. La dernière question, elle est propre au secteur lui-même, c'est-à-dire que le secteur banque-assurance est soumis à de fortes contraintes légales. Et la question est de savoir comment ces fortes contraintes légales peuvent s'adapter dans le cadre d'une stratégie de marketing digital, entre la donnée, les informations légales, etc. Comment ça marche? Qui veut répondre? Léo? Par rapport à l'historique, en tout cas, des lois, c'est s'adapter aux changements et les anticiper. Je pense qu'il y a toujours des opportunités et c'est là où le secteur bancaire peut rejoindre d'autres secteurs, comme par exemple celui de l'énergie, de l'électricité. Il va y avoir des modifications de loi, il faut être réactif et bien savoir communiquer avec ça. Ça peut être un atout, ces changements de loi, ça peut être également néfaste pour l'entreprise. Voilà, il faut s'adapter. D'accord. Merci Léo. Antoine? Ce qu'on remarque chez les annonceurs qu'on accompagne, c'est cette difficulté de jongler avec la loi de Bruxelles, la loi européenne, et la loi interpays qui s'applique. Le transvasement de données, pour vous prendre un exemple, de la France vers l'Espagne est très compliqué aujourd'hui.
alors qu'on est même au sein de l'Union européenne. Si on veut mettre des campagnes en place pour, par exemple, un acteur français, c'est très compliqué de pouvoir lancer des campagnes aux États-Unis aujourd'hui avec de la donnée due à cette contrainte de loi. Donc, on est obligé, nous, en tant qu'acheteurs, de pouvoir travailler en bonne intelligence et de trouver des stratégies pour activer chez certains annonceurs leur DMP en fonction des territoires qu'ils couvrent. Ça, c'est le premier point. Ce qui est intéressant avec ce secteur-là, c'est qu'il est très normé. Du coup, ça amène pas mal de créativité sur les prises de parole. On le voit en branding, il y a des sagas qui fonctionnent très très bien. Et donc c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est passionnant dans ce secteur. C'est qu'on est sur un secteur qui est très fermé, avec des lois qui sont très strictes. Et en même temps, quand on parle avec des agences créa, c'est des agences qui sont poussées à trouver le bon concept, le bon axe. Il ne faut pas l'oublier. Et on l'oublie peut-être souvent dans nos métiers, en tout cas sur le programmatique, le message est primordial dans nos prises de parole. Merci Antoine. J'allais dire le mot de la fin. Le mot de la fin. Il sera pour toi. Moi, je serai poli. Voilà. Moi, je serai juste poli. Honneur aux dames, alors. Donc, Margarita, ton avis sur justement ces contraintes légales, comment le secteur banque-assurance s'y plie, j'allais dire, s'adapte dans le cadre de son marketing digital? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on a des contraintes légales qui existent depuis très longtemps, dont les banques se sont très bien faites en digital. Pendant des années, ils ont essayé de trouver les moyens. Maintenant, dès que vous avez les bannières, vous avez forcément toutes les mentions légales qui y sont à poser. Parfois, elles font la plus grande partie de la bannière et c'est tout le jeu de la créa, de la rendre attractive malgré tous les petits caractères qui doivent être présents. Il y a d'autres choses, les nouvelles donnes qui viennent justement avec la GDPR, notamment toute la protection, la loi DSP2 au niveau des banques, la loi DDA au niveau des assurances. Ça, c'est des contraintes supplémentaires. Et nous, on a vu également, pareil aussi, des comportements très différents chez nos clients. Certains qui ont accepté, principalement les pure players, ça comme une grande opportunité, comme une vraie opportunité, d'abord pour travailler la confiance de leurs clients, parce que c'est vraiment leur objectif principal. À la différence des acteurs traditionnels, ils ont moins de capital confiance parce qu'ils sont purement digitaux et il n'y a pas le contact physique, vous n'avez pas le conseiller quand vous avez une question et quand vous ne savez pas exactement comment la résoudre, vous pouvez toujours aller voir votre conseiller. Ce n'est pas le cas des pure players et eux, ils ont vu dans ça une vraie opportunité pour montrer qu'ils sont aussi bons dans cette relation-là de confiance que leurs aînés, finalement. Chez les traditionnels, ça a été un peu plus mitigé. Nous, jusqu'au 25 mai, on n'a pas vu grand-chose. Pas vraiment beaucoup, ça n'a pas beaucoup bougé. Par contre, à partir du 25, on a eu beaucoup de demandes, énormément, sur le fait, mais comment vous faites? Est-ce que vous savez gérer ça? Et donc, il y a eu beaucoup d'inquiétudes. C'était plus accepté comme une contrainte supplémentaire, beaucoup d'inquiétudes qui sont très vite, effectivement, dissipées parce que les acteurs, je pense, du marché ont fait tous de l'éducation. Et nous, en premier, en signant énormément de documents, en faisant beaucoup d'explications, en allant voir nos clients avec les DPO. Et effectivement, on voit aussi des inquiétudes de plus en plus grandissantes avec l'e-privacy, parce que là, c'est la grande inconnue. Et là, effectivement, il va falloir qu'on attende pour voir comment les acteurs vont s'emparer de ça, parce que les implications vont être beaucoup plus importantes, je pense, que celles de la GDPR. Eh bien, merci, Margarita, Léo, Antoine. Merci pour votre participation et pour nous avoir éclairé sur ce secteur banque-assurance dans le secteur de la data et du programmatique. À bientôt. Merci. À bientôt. Ainsi s'achève ce débat autour de la place du secteur banque-assurance dans le domaine du programmatique. Les points à retenir sur nos échanges sont les suivants. 1. Les acteurs pure players et les acteurs historiques du secteur banque-assurance ont des attentes différentes en termes d'indicateurs de performance. Les pure players veulent de la performance quand les acteurs historiques sont plus sur des cycles de conversion longs, notamment via des prises de parole très créatives. 2. Les acteurs banque et assurance sont assez matures sur l'exploitation de leurs propres data ou de data tierces dans le cadre de leur stratégie marketing. Le secteur est de plus en plus à la recherche de données basées sur les moments de vie. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Prismadex de Prisma Media Solutions, Ligatus, Sidebeats, Gamnet pour leur soutien, sans oublier nos partenaires médias AdTech News et Redcard et notre partenaire opérationnel Smile Wanted.
Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.